Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis Fabrice Moulin, responsable du pôle marketing territorial et formation du comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons toutes et tous à ce webinaire. Un webinaire donc qui est organisé par Anne-Christine Bulourde, chargée de mission de formation chez nous, que je salue et remercie, et qui sera présenté et animé par Charlotte Vella, qui est notre chargée de mission accessibilité et référente Île-de-France tourisme et handicap. Ce webinaire a pour thème la communication inclusive, ou comment communiquer et identifier l'offre accessible d'un site ou d'un territoire. Il s'agit évidemment de savoir informer les publics et référencer l'offre pour pouvoir le faire. Donc Charlotte Vella va, via des cas pratiques, vous présenter les moyens qui sont à votre disposition et à notre disposition à tous, professionnels du tourisme, pour permettre de mettre en place une communication plus inclusive au sein de nos institutions, nos structures et nos organismes. Donc il s'agit de déjà identifier où trouver ces données, et on abordera la question notamment des plateformes qui référencent, et il y en a beaucoup, les offres accessibles. Et Charles Vella fera aussi un panorama des outils pour valoriser ces offres, donc les plateformes, j'en ai parlé, mais les contenus numériques, les outils technologiques, et notamment avec un focus particulier sur les podcasts. Podcast, je profite de cette introduction pour vous signaler que sur ce thème précis, nous organisons une formation pour ceux que ça peut intéresser d'aller plus loin. Donc sur ce nouveau format pour valoriser les activités, vos activités, vos territoires. Donc on fera une formation spécifiquement sur les podcasts le 12 et 13 octobre, si vous souhaitez vous inscrire. Mais revenons donc à notre webinaire de ce matin. Je vous signale que le webinaire sera enregistré de manière à ce que vous puissiez, vous et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin, le revisionner en replay sur notre site pro, dont on vous donnera l'adresse dans le fil de discussion. Évidemment, à la fin de ce webinaire, vous pourrez poser des questions. Il y aura une session de questions-réponses avec Charlotte, et nous vous demanderons de donner votre satisfaction à la fin de ce webinaire, afin donc dans un outil qu'on va utiliser, dont on vous donnera le lien, afin de pouvoir sans cesse juger et améliorer de la pertinence des contenus que nous vous proposons. Voilà, j'ai déjà trop parlé, le temps que tous les participants se connectent, Par et contre, une maintenant bonne. je laisse la parole Tu veux par contre une bonne? je vais Ah vous mais par demander contre, le micro. voilà, d'éteindre vos micros, et je vais laisser la parole à Charlotte Vella pour ce webinaire. Merci à tous. Merci Fabrice. Alors bonjour à tous et à toutes. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour cela, je vous propose, pour commencer, de définir vraiment ce qu'est une communication inclusive, et puis je vous présenterai les opportunités qu'elle peut offrir à chacun d'entre nous. Donc une communication se veut inclusive lorsqu'elle parvient à toucher, heu, inclure et représenter la diversité des individus auxquels elle s'adresse, et notamment des minorités telles que les individus qui sont en situation de handicap. Mais du coup, pourquoi optimiser sa communication pour qu'elle tende vers plus d'inclusivité? Tout d'abord parce que cela va nous permettre de répondre aux exigences législatives en matière d'accessibilité, en communiquant, à votre public des documents officiels et obligatoires tels qu'un registre public d'accessibilité, en respectant aussi les normes qui encadrent l'accessibilité numérique comme les normes, RG2A. Enfin, en rendant aussi, accessibles, hem, tous vos formats de diffusion, qu'ils soient textuels, sonores ou visuels comme le prévoit la loi, de février 2005.
Une communication inclusive doit aussi nous permettre de valoriser notre politique d'inclusion, hein, en valorisant nos labels sur nos supports de communication et notamment, les labels qui vont apporter des informations qui sont utiles au public en situation de handicap. En faisant, le choix de développement technique aussi sur, nos sites internet, par exemple, en proposant des recherches selon son type de profil. On peut imaginer que vous puissiez créer un profil dédié aux personnes en situation de handicap, sur votre site internet pour effectuer des recherches ou encore en faisant le choix de créer des rubriques qui soient dédiées sur les offres accessibles que vous avez développées. Hem La communication inclusive va aussi nous permettre de répondre aux attentes, hein, de tous nos visiteurs. Une personne aveugle, par exemple, ne pourra pas avoir accès à une information textuelle et pour répondre à ces attentes, bah, vous auriez tout intérêt à diversifier vos supports de communication en proposant de l'information sonore, par exemple. Et d'ailleurs, au cours du webinaire, je ne manquerai pas de vous parler de quelques supports gratuits qui diffusent de l'information textuelle, sonore ou visuelle, dont vous pourriez vous servir, assez aisément et gratuitement. Et puis, enfin, la communication inclusive sert à proposer à chacun de vos visiteurs une expérience touristique globale, personnalisée, c'est-à-dire, bah, un ensemble de prestations sans aucune discontinuité. L'enjeu sera d'avoir une parfaite connaissance pour vous des prestations qui existent à proximité de vos structures et aussi de leur niveau d'accessibilité, bien sûr, en termes d'offres touristiques, mais aussi, en termes de prestations de santé, par exemple, les pharmacies qui existent à proximité, les médecins, les hôpitaux, voilà, des services qui appartiennent aussi au quotidien, hein, de ces personnes en situation de handicap et dont ils ne peuvent se passer, lors de séjours touristiques. Je me suis largement appuyée, sur les résultats d'une étude qualitative, qui a été menée par l'Institut Kantar, et que nous avions lancée en 2021. Et pour poser vraiment les bases et pour que vous compreniez mieux le cheminement de ma pensée dans la construction de ce webinaire, je vous propose de voir ensemble l'analyse globale que nous en avions tirée et donc, comme je vous le dis, qui m'a permis de monter les 4 temps de ce webinaire. Alors, pour les personnes souffrant d'un handicap moteur, l'étude avait révélé que, déjà l'information était difficile à trouver et souvent elle était peu fiable. C'est pourquoi, bah, au CRT, on encourage à mettre en place un label qui garantisse l'accessibilité du site et de la prestation, aux personnes qui sont utilisatrices d'un fauteuil roulant et on encourage aussi bien sûr à la valorisation de ces labels sur nos sites internet, nos outils de com, comme les brochures, les kakémonos, les affiches, et cetera. Donc rien Ah, de nouveau, ah, sous le super. soleil. L'information, c'est vraiment un récapitulatif, hein, que je vous propose là. Donc en second temps, l'information, on avait, vu, par cette étude et par l'interview qui avait été faite de personnes en situation de handicap moteur que l'information n'était pas suffisamment précise selon, les personnes interviewées. Donc c'est pourquoi bien sûr, bah, il faut veiller à actualiser régulièrement les informations qui concernent l'accessibilité sur nos sites internet et notamment pour indiquer si les équipements qui permettent l'accessibilité dans nos structures, bah, sont en état de marche, comme par exemple, les ascenseurs dans certaines structures. Hem, mmh mh. Un parcours adapté non qualifié, c'est un frein à la visite pour une personne malmarchante. C'est ce qui avait été aussi, souligné par une personne interviewée. Bah, voilà pourquoi il est important d'améliorer la signalétique, qui va indiquer les accès et les parcours qui sont adaptés aux personnes malmarchantes, par exemple. J'en profite pour, vous, afficher, voilà, une verbatim, qui avait été tirée de l'entretien. Et donc c'est une personne en fauteuil qui s'exprime. «On demande toujours des preuves en photo lorsqu'un établissement est décrit comme accessible». L'entretien avait aussi révélé que ces publics avaient pour habitude de consulter les plateformes d'avis en ligne pour s'assurer de l'accessibilité et de la qualité des prestations avant de faire leur choix. Donc là, je fais bien le lien avec une partie qui portera surtout sur les réseaux sociaux et les prescripteurs que sont devenus, bah, les influenceurs aujourd'hui et l'importance vraiment de leur démarche et l'impact qu'ils ont sur, bah, sur les publics, en situation de handicap, mais pas que, hein. Donc cela démontre bien l'importance finalement de faire tester aussi, bah, et valider les offres, soit par des systèmes de labellisation comme la marque Tourisme Handicap, soit par le bouche à oreille, dont la forme, bah, la plus évoluée à ce jour n'est d'autre que les réseaux sociaux et les influenceurs ou les créateurs de contenu, on dit aujourd'hui. C'est simple, hein, à l'instar de beaucoup de personnes, nos cibles
toutes nos cibles aujourd'hui ont besoin de se retrouver, dans une communauté qui leur ressemble et où des pairs, en fait, se portent garant de la qualité de service, de prestations ou de pratiques touristiques. Donc voilà pour le handicap moteur dans un premier temps. Heu, je vous propose de passer au handicap visuel et l'étude avait révélé que, bah, les sites ne communiquaient pas assez sur l'accessibilité. Donc on est encore sur la même thématique de l'accessibilité à l'information et parmi les leçons à en tirer, bah, bien sûr le fait de relier l'information sur les conditions et les moyens qui facilitent l'accès à votre établissement, c'est indispensable. Il faut également, bah, indiquer les dispositifs de médiation adaptés mis à disposition des visiteurs avec, par exemple, la présence de braille, de visites guidées en audiodescription et cetera. Hop. Selon les personnes malvoyantes interrogées aussi, les lieux touristiques manquent de dispositifs de médiation adaptés. Donc ainsi, on invite au développement des visites sensorielles et de visites guidées qui sont pensées spécialement pour les publics aveugles. J'insiste aussi sur le fait de mettre en avant de mettre l'accent, pardon, sur l'information sonore, et sur les besoins qu'ont les guides de maîtriser aussi les techniques d'audiodescription pour rendre, plus accessible leur contenu. Lors de l'interview, la personne malvoyante nous avait aussi révélé qu'elle avait recours à beaucoup d'outils numériques, pour faciliter son séjour, comme des traducteurs vocaux qui nécessitent de flasher un contenu textuel pour, en avoir la traduction vocale et l'entretien a aussi révélé que ces publics semblent, bah, être vraiment très équipés des et au fait des technologies qui leur permettent de se sentir plus autonomes. Je vais vous montrer la verbatim qui en était tirée, hop, voilà. Il y a une application qu'on peut mettre sur les téléphones, on en fait une photo et on fait une photo du menu et elle se traduit en audio. Donc c'est des outils, voilà, ils sont vraiment, au fait, hein, de ce genre de l'existence de ce type, d'outils. Et d'ailleurs je reviendrai sur cette thématique et sur, les outils qui sont disponibles, bah, sur internet encore une fois et qui sont à notre portée et gratuits. Pour pouvoir délivrer de l'information, sonore, audio assez facilement aujourd'hui. Pour le handicap auditif, donc l'étude avait révélé que les publics malentendants ne se manifestaient, bah, quasiment jamais. Heu, les informations sonores ne sont pas systématiquement retranscrites. C'est pourquoi, bah, la diversification des affichages d'informations, c'est un vrai enjeu pour ces publics, soit avec des sous-titres, avec des panneaux d'information, avec, l'implantation d'une signalétique efficace. Et puis l'étude nous avait aussi révélé, bah, qu'il y avait, des marges d'amélioration largement envisageables, comme celle d'un usage plus développé des technologies avec, notamment l'utilisation de contenus digitalisés. Et donc la verbatim, retenue de cette interview, c'était: «Les infos sonores ne sont pas suffisamment traduites en version visuelle et c'est très dommage». Hop, hop, hop. Donc partant, de l'analyse de ces profils et à partir des nombreux moyens que propose le net, je vous propose 4 focus, avant d'apporter des éléments de réponse quant à l'identification et à la communication sur l'offre culturelle ou touristique dédiée au public en situation de handicap. Dans un premier temps, je vous propose un tour d'horizon, des plateformes qui référencent les ERP accessibles et qui vont apporter des informations sur le niveau d'accessibilité des sites. Ensuite, je vous parlerai des contenus interactifs qui vont apporter des solutions en termes de diversification de supports d'information et qui vont permettre de communiquer de façon adaptée, des informations dédiées pour, les publics qui souffrent d'un handicap sensoriel, donc auditif, ou visuel. Et puis après quoi, nous parlerons des podcasts, un format, bah, privilégié pour les publics malvoyants ou aveugles et qui séduit de plus en plus d'auditeurs. C'est aussi une tendance qui accompagne, aussi le slow tourisme, la proximité, l'authenticité, en plus de diversifier, pardon, les supports de diffusion de l'information. Et enfin, en quatrième et dernier volet, je vous parlerai du web marketing et plus précisément des réseaux sociaux et de l'impact des influenceurs dans le domaine du tourisme. Donc il existe des initiatives privées développées depuis
une quinzaine d'années et je vais vous présenter les plus influentes. Donc on a, J'accède. J'accède, une plateforme qui a été créée en 2006 avec environ 160 000 fiches sur toute la France. C'est aussi l'opérateur qui répertorie, le plus de lieux. Les fiches sont le plus souvent, remplies par des bénévoles, et beaucoup alors, les points négatifs, c'est qu'il y a beaucoup d'informations manquantes. Des fiches sont créées, mais souvent sont pas renseignées en matière de critères d'accessibilité et malheureusement, les informations sont pas suffisamment mis à jour et ça, c'est un problème qu'on va rencontrer dans quasiment toutes les plateformes, hein. Accessible.net, créé en 2013, le site contient 10 000 fiches, dont environ 300, ERP touristiques sur l'Île-de-France, qui comportent des informations complètes, précises sur le lieu, les services, les prestats, les heures d'ouverture et cetera. Mais cependant, les infos ne sont pas suffisamment mis à jour non plus et il y a un vrai manque, d'exhaustivité de toute façon sur à la fois la destination Île-de-France, mais sur, l'entièreté du territoire. Plus spécialisé, vous avez aussi Activandi, qui travaille sur la mise en relation, avec des organismes d'événements sportifs et de loisirs. Actuellement, la cartographie web, elle couvre essentiellement, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Languedoc et la Provence, situant environ 150 activités de plein air, sentiers et randonnées. Donc il y a une information encore une fois non exhaustive et qui cible, qu'un territoire en fait, hein. Mais qui semble quand même, se démarquer un petit peu plus de J'accède et d'Accessible.net en termes de fiabilité de l'information. Du fait que ça se concentre juste sur un territoire et pas sur le territoire national. Un autre acteur de terrain, c'est Handimap, présent sur Lorient et Rennes et spécialiste aussi en cartographie numérique là. Donc au départ, la carto, elle était représentée, sous l'angle de l'accès routier. Donc il y avait pas de notion de trottoir, il y avait pas de notion de passage piéton, de largeur de revêtement de pente de revêtement et de pente aussi et les agents ont créé et ont fait, des relevés terrain à Rennes. Leur objectif, c'était d'aider les villes à produire de la donnée, et on le sait, hein, la donnée, c'est le nerf de la guerre mais malheureusement, il y a très, très peu de territoires qui produisent, de la donnée. Il y a également l'Hérault qui avait choisi de valoriser ces territoires labellisés destination pour tous au sein d'une seule application mobile qui s'appelle Hérault Mobility et puis récemment, l'État a lancé une plateforme qui s'appelle Accès Libre. Donc c'est un projet qui a été piloté, qui est toujours piloté par la délégation ministérielle de l'accessibilité. Et ça répond, à une commande politique, hein, qui souhaite la création d'un répertoire, des lieux accessibles, sur, l'échelle nationale. Hop, il existe aussi d'autres applications qui vont donner de l'information sur des services qui vont répondre aux attentes des publics en situation de handicap. J'en ai sélectionné 4, mais il en existe, beaucoup plus. Il y a Streetco, ça permet de signaler des lieux accessibles, donc des toilettes publiques, des places de parking, le transport en commun, des lieux aussi et surtout ce qui est intéressant, c'est que cette appli, elle signale des obstacles qui sont présents dans l'espace urbain. Donc ça peut être signalé, donc par, tout un chacun, hein, par tout le monde peut signaler des obstacles. Et ça dit notamment, si, les trottoirs ou les passages piétons sont inaccessibles, ça donne une info aussi sur, la présence de travaux ou non dans l'espace urbain. Donc assez ludique, mais bon, le problème de la mise à jour de l'info se pose aussi. Une chose qui est super bien et que propose l'appli, c'est qu'il y a des avis, en fait, qui sont donnés. Il y a des photos également, qui attestent des mentions d'accessibilité ou de non-accessibilité qui sont, déclarées sur l'appli. Et puis ça donne des critères assez rudimentaires par contre sur juste, l'accès à un établissement, l'intérieur et puis, les WC. Mais c'est pas des ce sont pas des critères d'accessibilité vraiment très bien détaillés. On a aussi une autre appli qui s'appelle Stationnement handicapé et là, tout simplement, ça donne des infos sur la présence de places de stationnement à proximité. On a également Toilet Finder
Ça, c'est une application, où on invite en fait les commerçants, bars, stations-service, restaurants, ceux qui ouvrent en fait leurs, toilettes, au public qui sont pas forcément consommateurs chez eux et donc ça permet, ils, se servent de cet outil pour, communiquer sur, la présence de sanitaires adaptés. Le seul problème, c'est qu'il y a pas de photos. Donc on sait très bien que quand on déclare, des sanitaires adaptés, si on n'est pas spécialiste et qu'on ne connaît pas forcément les cotes, nécessaires, les équipements aussi, nécessaires à mettre en place dans ces sanitaires adaptés, bah, voilà, il peut, le manque de professionnalisme, voilà, peut, porter, préjudice, si jamais les sanitaires sont pas vraiment, adaptés d'un point de vue réglementaire. Et puis je termine avec une dernière appli qui s'appelle Pharmao. Pharmao, bah, ça référence les pharmacies de garde, qui sont, autour, de l'utilisateur. Donc en bref, on s'aperçoit que, bah, il existe de nombreuses plateformes, qui ne présentent pas une exhaustivité de l'offre touristique accessible. On s'aperçoit aussi que l'information, elle est souvent peu fiable, incomplète, voire inexistante. L'info n'est pas suffisamment mise à jour quand elle existe, et l'échelle géographique est souvent trop grande. Les plateformes dédiées, à des échelles plus locales comme celle de Hero Mobility, bah, sont beaucoup plus pertinentes selon moi, en termes de fiabilité de l'information. Et puis la question de la disponibilité de cette donnée accessible se pose toujours, hein. De toute façon, on n'a pas la solution, hein. Le CRT participe au groupe de travail qui est organisé par le COJO Paris JOP 2024 et on est toujours en train de se poser la question de comment répertorier l'offre accessible sur le territoire national. On a d'ailleurs eu, la délégation, ministérielle à l'accessibilité qui a vivement rappelé l'importance de travailler justement avec, Accès Libre qui est, bah, certes encore une nouvelle plateforme, mais qui est là, impulsée par l'État. Donc on encourage, bien sûr vivement, les professionnels, à référencer leurs établissements sur Accès Libre. Alors, il existe de nombreux outils sur internet qui vont permettre la création de contenus interactifs, visuels et sonores, et qui pourront répondre, aux attentes des publics déficience sensorielle et du coup permettre aussi la diversification des supports de communication. C'est là, ma deuxième partie que je vous propose. Alors les contenus digitaux, et immersifs, ils offrent énormément de possibilités, hein, en termes de graphisme, de storytelling, puisqu'ils sont composés d'images, de vidéos, parfois de carousels et les objectifs de ce type de contenu oups, je suis allée un peu vite, pardonnez-moi. Les objectifs, c'est, bah, d'immerger les communautés dans un univers de marque, de développer la notoriété, des acteurs du tourisme et de générer bien sûr du trafic vers le site d'un acteur du tourisme en rendant un contenu séduisant et attractif. Donc ça, c'est valable pour tout type de public. Mais on oublie que les visiteurs en situation de handicap sont aussi sensibles à ce genre de choses. Donc je vous propose moi alors, youp, je vous propose un focus sur un outil, que j'utilise moi-même, qui s'appelle Genially. Donc Genially, c'est une plateforme qui vous permet de réaliser des contenus, comme des présentations c'est assez riche, hein, comme type de contenu, des présentations, des dossiers, des brochures, des infographies, des guides, des vidéos de présentation. Donc il existe des versions gratuites qui sont très, très riches, hein, et aussi bien sûr des versions payantes. Donc Genially propose des solutions pour rendre accessibles vos contenus, donc aux personnes, déficientes sensorielles notamment. Par exemple, on peut rédiger des textes alternatifs pour les photos, qui pourront être lus par des synthèses vocales, que les personnes déficientes visuelles utilisent. On peut également ajouter des fichiers audio, ou encore produire de l'information textuelle pour les personnes déficientes auditives. Alors j'avais prévu de faire un test, ça c'est des Genially que j'avais sélectionnés et j'en ai fait 2 d'ailleurs, les 2 du bas, j'ai fait les 2 du bas. Irène, tu seras contente, j'en ai fait une sur la brochure, PNR du Vexin, j'en ai fait une digitalisée. Je vous enverrai de toute façon la présentation.
Tous les photos, tous les visuels sont cliquables, donc j'ai mis des liens partout. Vous pourrez accéder à tous les documents que je vous présente là. Tout de suite, je préfère pas tenter l'expérience parce que j'ai peur que ça me déconnecte et que j'arrive plus à retrouver ma présentation. Donc j'ai fait une brochure, digitalisée et j'ai fait aussi, un espèce de mini site, qui est le registre public d'accessibilité, de l'écomusée, je ne me souviens plus, oh la honte. Bref, et donc je vous laisserai bien sûr tester ces outils-là. C'est assez facile, hein, et ludique à mettre en place. Du coup, tu peux q voilà l'avantage de je vais vous parler des avantages, des points forts, des points faibles, hein, de Genially. Donc l'avantage, c'est qu'il y a une version gratuite qui est très complète et il y a vraiment des possibilités de création illimitées. L'outil, il est très intuitif, il est facile à utiliser. Il offre une possibilité d'intégrer des contenus, avec, d'autres outils comme, Google PowerPoint, donc ça, c'est assez intéressant. Il existe des modèles qui sont prédéfinis, si on n'a pas trop d'imagination et enfin, il donne la possibilité de créer des contenus audio et vidéo. Par contre, je vous l'accorde, bah, Genially, comme plein d'autres plateformes, ça nécessite de créer un compte pour l'utiliser. Les fonctionnalités de partage, elles sont assez réduites quand on a une, version gratuite et enfin on peut pas consulter les statistiques de visionnage, avec la version gratuite. Je vous propose un autre focus, mais je vais pas passer trop de temps sur cet outil. Que beaucoup utilisent, hein, d'ailleurs, c'est Calameo, qui permet de programmer des publications en avance, d'insérer du contenu interactif, d'analyser le comportement des lecteurs grâce à Google Analytics et de mettre en valeur des publications sur, vos réseaux sociaux, ainsi que sur votre site internet. Donc, je vous parlerai simplement de Gironde Tourisme qui utilise déjà donc Calameo, pour créer une plaquette visuelle et avec tous les avantages que représente l'outil Calameo, hein, mais ils ont souhaité aller un petit peu plus loin dans la diversification de leur support de communication, en y intégrant du podcast dans, la stratégie de contenu. Donc, le podcast, du coup, ça devient une brochure, sonore, hein, finalement, mais surtout, il est complémentaire avec cette plaquette visuelle, qu'a choisi de développer, Gironde Tourisme. Je me permets de vous donner rapidement, hein, des notions essentielles qui se dégagent du podcast. Gironde Tourisme a choisi de produire un podcast, de type narratif. C'est un des types les c'est le podcast narratif, c'est l'un des plus immersifs, hein, en matière de communication touristique. Donc il y a la narration, les musiques et les effets sonores qui vont, l'accompagner, le rendent, bah, vivant et ça incite surtout les auditeurs à en savoir davantage, hein, tout simplement. J'aime assez cette technique de sonorisation car elle est finalement assez proche du procédé d'audio-description qui est caractéristique, de toute expérience immersive et qui est habituellement dédié aux personnes, qui souffrent d'un handicap, visuel. Et puis le podcast, c'est, bah, un moyen complémentaire, aux autres actions touristiques pour valoriser l'image d'un site ou d'un territoire. Ça va permettre, d'éveiller d'autres sens que la vue et ça va apporter une vraie valeur ajoutée, à la communication. Donc vous l'aurez compris dans le cas de Gironde Tourisme, le podcast, il vient compléter les articles et les brochures, qui ont été développés avec l'outil Calameo et ce que j'apprécie avec le podcast, c'est que ça va vraiment permettre d'immerger l'auditeur avec l'audio, en lui racontant une histoire, en rapport avec un lieu et c'est en suscitant, hein, de l'émotion que le podcast, il va parvenir à plonger son auditeur dans l'ambiance souhaitée, et que ça va vraiment l'aider à se projeter dans ce lieu. Tchouk. Donc l'audio, vous l'aurez compris, moi, c'est ma partie préférée. J'ai tout donné. Donc autre support de contenu audio, il existe des QR codes qui génèrent du contenu sonore. Donc il y a beaucoup de sites, hein, qui ont investi dans cette solution. J'ai visité très récemment l'aquarium, Sea Life qui propose tout un parcours de visite, en audio description. Donc on a, 4, 5 étapes lors du parcours de visite, au dans lequel il y a des QR codes qui apparaissent sur les murs
et donc on flèche le QR code, on a du coup, les commentaires, de médiation en audio description. Il y a beaucoup de plateformes qui permettent de générer gratuitement des QR codes audio en réalité. C'est assez simple à mettre en place. J'en ai mis, 4 là. Je sais qu'il y en a une, qui est soutenue, par, le gouvernement, c'est le QR, Browser, c'est le troisième. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil. L'avantage de ces plateformes, c'est que, les QR codes, ils sont dynamiques, donc on n'a pas besoin de réimprimer le QR code qui a déjà été implanté dans un parcours de visite si jamais on veut faire des modifications sur le contenu audio. Le contenu, il peut être vraiment facilement modifié et mis à jour juste depuis la plateforme, donc c'est vraiment, assez simple d'utilisation. Donc le podcast, voilà, le podcast, 3e partie de ce webinaire. Le podcast dans le tourisme, il va séduire de plus en plus d'auditeurs. C'est un format qui est complémentaire, comme je le disais, qui est complémentaire à un blog, à une stratégie social média, en complément d'une brochure aussi, d'un reportage photo, d'un article de blog ou d'une vidéo. Il est encore très peu développé par les marques et les destinations touristiques en France et pourtant, les professionnels du tourisme ont vraiment un grand intérêt à investir ce nouveau format expérientiel en faisant davantage appel à l'imaginaire et au sens, des publics. Je vous propose du coup, un tour d'horizon des bonnes pratiques et des opportunités qu'offre ce format dans le milieu du tourisme. Donc je vais commencer avant toute chose par vous donner quelques petits chiffres qui pourraient finir de vous convaincre sur, l'utilité de ce format. Selon une étude Havas, ce qui date de septembre 2019, il en ressort que 14 déclarent, écouter des podcasts au moins une fois par semaine. Du coup, ça en fait vraiment une cible potentielle très pertinente. Le podcast est un média slow qui s'inscrit dans une temporalité longue et qui va générer des communautés d'auditeurs engagés. Il y a également la pandémie du Covid-19, qui a véritablement boosté le secteur du podcast, puisqu'on s'est aperçu que 13 des auditeurs actuels avaient commencé à en écouter durant cette période et plus de 60 d'entre eux, ont augmenté leur fréquence d'écoute lors du premier confinement et enfin, de nombreux auditeurs de podcasts déclarent également la recherche d'une forme d'évasion à travers l'audio digital. Donc inutile de préciser que les destinations touristiques et culturelles ont une véritable carte à jouer dans ce monde en plein développement et à l'heure de la reconnaissance, vocale, de tous les outils qui sortent, des équipements tels que des enceintes connectées, bah, on voit que le podcast, il se positionne comme un format innovant, à intégrer dans une stratégie de communication, qui nécessite, de nombreux, supports. Donc avec la relance du tourisme et l'engouement grandissant des visiteurs pour, bah, tout ce qui est, séjour local, le format podcast, il va représenter une réelle opportunité pour renforcer et pour valoriser l'attractivité et l'image de votre site ou de votre, territoire. L'avantage, c'est que pour les professionnels, c'est que le format, audio est très immersif, il est facile à utiliser et le podcast, ne coûte pas cher à produire, mais alors vraiment pas cher du tout. Je vous donnerai quelques tips justement pour en produire vous-même. Donc vous avez tout intérêt vraiment à produire, hein, votre propre podcast pour communiquer, efficacement et avoir des interactions avec des personnes de votre domaine d'expertise. Car, bah, ça va permettre de créer une véritable relation de proximité, avec votre audience ou, votre public cible. On parle là d'expériences immersives et intimistes, bah, parce que tout simplement le fait d'être, à l'oreille de votre auditeur pendant 30 minutes, environ ou moins même, pour partager des expériences, pour partager votre univers, bah, ça va permettre de nouer une relation très différente avec votre public. Et puis, pour les auditeurs, c'est un média super facile à consommer, qui peut se consulter absolument partout. Le podcast, il est complémentaire avec d'autres activités, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien faire du sport, faire les courses, faire le ménage, bah, et écouter son podcast en même temps. Il permet de se distraire, d'apprendre, de découvrir, bah, tout en optimisant son temps, je vous l'ai dit. Et puis actuellement, de nombreux domaines se sont pris au jeu aussi, hein, notamment le développement personnel, le domaine de l'entrepreneuriat, se sont pris au jeu pour utiliser ces podcasts, mais finalement les professionnels du tourisme sont encore très peu avancés sur ce sujet. Donc il y a vraiment de vraies opportunités.
Et une dernière chose, c'est que, bah, le support, c'est un support privilégié, pour les auditeurs déficients visuels, hein, le podcast. Donc assez rapidement, dans le domaine du podcast, il existe 2 types de podcasts, mais je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le moment. Pour ça, je vous inviterai à participer à la formation sur le podcast, justement, qui aura lieu en octobre prochain. Donc d'une part, il existe les rediffusions d'émissions de radio qui peuvent être, réécoutées à la demande, et d'autre part, il y a les contenus en natif qui sont créés là spécialement à des fins de diffusion sur le web via des plateformes dédiées comme, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer pour citer que les plus connus. Et les podcasts natifs sont d'ailleurs plus nombreux et plus faciles à produire. Pour l'enregistrement, en fait, on a simplement besoin, on n'a pas besoin d'un matériel de professionnel. J'en ai fait moi-même pour le CRT, je vous en parlerai, tout de suite après. Il suffit juste d'un smartphone ou d'un ordinateur qui soit équipé, d'un micro et ça suffit en réalité. C'est vraiment très simple techniquement parlant. Heu, donc j'ai, moi-même donc créé des podcasts, voilà, ils sont diffusés en ce moment sur le portail professionnel. Et ce sont des podcasts assez courts, dans lesquels, en fait, j'ai choisi de valoriser certains événements accessibles. Donc c'était vraiment pour moi une phase de test, voir comment je pouvais utiliser, l'outil, quels étaient les avantages de cet outil, puis voir aussi en interne comment cela allait être, perçu par, mes responsables et puis, par les services com. Et finalement, ça a assez bien pris. À tel point qu'on est en train de voir pour relayer donc ces podcasts qui, valorisent les événements accessibles sur, le site grand public. Voilà, donc il y a des plateformes aujourd'hui gratuites qui permettent d'enregistrer ses propres podcasts. Moi, j'utilise la plateforme Spotify, Podcaster. Donc il faut créer un compte et puis, le plus difficile, c'est juste, la création du contenu, en fait. Parce qu'en réalité, voilà, c'est très rapide. On enregistre son podcast et puis on le diffuse. Ça se diffuse automatiquement et gratuitement sur, des plateformes émettrices comme, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts. C'est assez facile, voilà, à utiliser et à diffuser surtout et gratuitement. Si vous avez besoin de plus d'informations sur comment faire concrètement, voilà, je vous invite vraiment à me contacter, par mail, je vous ferai une petite démo, assez rapide, facile. Donc pour les professionnels qui ont saisi l'importance du podcast dans le secteur du tourisme, on peut, par exemple citer Voyageurs du Monde. Donc ça apparaît pas sur la slide, parce que je pouvais pas trop en mettre non plus. Mais il y a Voyageurs du Monde avec, Radio Voyageurs, qui est une chaîne de podcast qui aborde le voyage sous toutes ses facettes, via des débats, des bons plans, des tendances et cetera. Il existe aussi Les Baladeurs, ça c'est une chaîne qui regroupe des récits de voyage. Ou encore il y a Sur la route, qui est, diffusée, sur France Inter et qui met en avant les différentes régions de France via des reportages. On a également l'OT, là, c'est sur la slide, l'OT Sennheur et donc là, vous aurez les liens pour, accéder directement au podcast. Donc l'OT Sennheur utilise, le podcast pour raconter son territoire à travers des contes et des légendes locales. On a beaucoup d'offices de tourisme et de lieux culturels, qui ont adapté leurs visites guidées au format podcast aussi, en proposant des contenus qui sont téléchargeables, depuis le site internet. Et qui permet de créer une passerelle entre le lieu et son public. J'ai retenu aussi le podcast, qui s'intitule «Toulouse dans vos oreilles», et qui propose une expérience de balade, avec, un guide, de l'office de tourisme, voilà, qui nous fait une visite guidée, personnalisée, individuelle. Et puis dans un style totalement différent, on a aussi le Centre Pompidou, qui propose une série sonore qui s'intitule «Un podcast, une œuvre». Et en fait, chaque mois, le musée propose une exploration assez intimiste et originale d'une œuvre, de la collection et qui est racontée à travers des interviews, des extraits d'archives. Voilà, il y a beaucoup de musées, hein, qui proposent,
depuis pas mal de temps déjà des formats en audio description sur leur site. C'est le cas notamment du musée d'Orsay qui va utiliser, ce procédé, audio description et information sonore pour parler d'une œuvre, d'une œuvre. Voilà, donc c'est quelque chose qui est fait depuis, pas mal de temps déjà pour les publics, déficients visuels. Il existe également des podcasts qui proposent des voyages sonores, dont l'objectif est de vous entraîner ailleurs aussi. Donc le podcast touristique, c'est, une occasion unique de plonger les auditeurs dans une ambiance, dans une atmosphère, dans l'atmosphère d'une ville ou d'une région, ou bien d'un monument. Et il y a une technique qui s'appelle, le field recording. C'est le fait, en fait, d'enregistrer tous les bruits du terrain, en fait, environnant. Et donc c'est un type de production, une genre de production audio qui restitue, par le son, l'environnement, le paysage, une ambiance, une atmosphère, quoi. C'est, le type d'expérience que propose le podcast Arte, qui s'intitule «Fermez les yeux». Donc là aussi, je vous ai mis, un lien vers un podcast. Le podcast, en question, c'est celui qui apparaît juste en dessous, Desierto. C'est un extrait qui vous invite à parcourir, une région désertique du Mexique, là, pour le coup, et on peut y entendre, les habitants des villages, les bergers avec leurs troupeaux, voilà, c'est assez immersif, du coup. Donc ce type de contenu dit immersif se retrouve, aussi dans de nombreuses applications et livres audio d'aide au sommeil. Je ne sais pas si vous en avez déjà, entendu parler, et je vous ai mis un exemple sur ce qu'on peut trouver sur, l'appli qui s'appelle, Umband et que j'utilise moi-même d'ailleurs. C'est une ambiance en fait sonore qui est censée nous entraîner sur un spot de surf à Hawaï. Donc voilà, on utilise, encore une fois, la thématique du voyage, du développement personnel, pour s'apaiser. Donc c'est une nouvelle technique qui prend aussi beaucoup plus, de plus en plus d'ampleur. Le podcast a l'avantage du coup de garder le public attentif dans une ère où, on est sursollicité, hein, notamment pour faire tout ce qui est visuel. C'est un média qui est assez innovant et encore très peu investi par les destinations, et les professionnels du tourisme, je vous le disais tout à l'heure. Et l'avantage aussi, c'est que le podcast s'inscrit dans un tourisme un petit peu plus responsable et un slow tourisme, comme je disais. Et donc du coup, c'est un type de tourisme qui prend le temps de la rencontre, de l'immersion et puis surtout des découvertes locales aussi, une tendance qui s'est accentuée depuis le confinement. Et enfin, du coup, ça offre pas mal d'opportunités, car ça peut prendre, différents formats de podcast. Ça peut être une visite guidée, une interview, ça peut être une fiction sonore, ça peut être, un podcast narratif, des reportages sur le terrain ou des sons d'ambiance sonore, par exemple les sons d'un marché, à proximité, voilà. Donc ça peut être, ça c'est vraiment, ça prend différentes formes, différents formats. Donc j'enchaîne avec la partie réseaux sociaux. Donc au cours de mes recherches sur les réseaux sociaux et le tourisme, déjà je me suis rendu compte que le hashtag travel, c'était l'un des 100 hashtags les plus populaires, dans le monde. Donc déjà il faut dire que le secteur du tourisme est l'un des plus dynamiques, au niveau international et notamment en France, et du coup, par conséquent, les sites internet qui sont liés, au tourisme, se multiplient énormément. Donc j'ai pu lire que les destinations touristiques faisaient de plus en plus appel aux influenceurs, qu'on appelle aussi, créateurs de contenu. Ils préfèrent d'ailleurs ce terme parce que le terme influenceur est un peu trop, négatif à leurs yeux. Donc ils font de plus en plus de destinations font appel à des créateurs de contenu pour répondre aux besoins d'authenticité, pardon, de recommandation aussi des touristes qui sont super connectés aujourd'hui. On s'aperçoit du coup que les destinations touristiques, préfèrent s'investir de plus en plus dans les relations publiques, et c'est comme ça en fait qu'est apparu qui sont, des véritables outils de communication touristique, car ça va apporter un supplément d'âme, que le voyageur va considérer comme étant, non commerciable et du coup, assez fiable. Et grâce à la recommandation des influenceurs, les destinations touristiques, elles vont créer du contenu beaucoup plus frais, beaucoup plus innovant, plus disponible et plus authentique aussi.
Les créateurs de contenu vont se servir, comme vous le savez, de photos, de vidéos, de témoignages pour séduire leur communauté. Et aujourd'hui, les futurs touristes vont utiliser ou vont recevoir des informations qui sont communiquées et relayées par les influenceurs ou les créateurs de contenu pour faire leur choix de visite. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, une tendance qui s'est accrue ces dernières années. Et puis une dernière chose grâce à la confiance qui transparaît dans les recommandations des influenceurs à leur communauté, ça va permettre à la destination touristique de gérer son image, d'augmenter aussi la perception de qualité, de leur public cible et surtout de booster leur stratégie web marketing et puis, la destination touristique, bah, va pouvoir profiter du pouvoir de recommandation qui est émis par l'influenceur. Donc comme je le disais, les influenceurs, ils font partie intégrante des habitudes de consommation aujourd'hui et en particulier dans le secteur du tourisme. C'est d'ailleurs, les chiffres du marketing d'influence en 2022, c'est une étude qui a été réalisée par HubSpot qui souligne que 85 des professionnels du marketing envisagent de booster leur, visibilité grâce, au marketing d'influence. De plus, on a aussi 18 des internautes en France qui suivent des influenceurs et les destinations touristiques ont donc tout à gagner vraiment en créant des partenariats avec, ces créateurs de contenu aujourd'hui. Et puis les canaux de communication des influenceurs, bah, ils ont beaucoup évolué ces derniers temps. Au début, il s'agissait juste de publier des articles sur des blogs et puis il y avait les réseaux sociaux à côté, mais c'est vraiment juste un relais pour appuyer leur contenu. Alors qu'aujourd'hui, les communautés, elles sont quasiment et uniquement sur les réseaux sociaux, et voire même sur un seul média, que ce soit TikTok ou Instagram, mais plus Instagram, quand même. Les études sur le marketing d'influence démontrent aussi qu'il y a un point très intéressant. Elles disent que c'est plus intéressant de se rapprocher des influenceurs de niche pour un meilleur impact et c'est d'ailleurs ce qu'avait entrepris, Evian Tourisme, il me semble en 2022. Evian Tourisme avait fait appel à un influenceur qui s'appelle Roro Costo et qui est, en fauteuil roulant et donc pendant une semaine, ils lui ont fait découvrir les activités adaptées sur le territoire et en contrepartie, Roro Costo avait publié sur, ses réseaux sociaux, bah, des témoignages et puis des vidéos de son séjour. Donc je vous enverrai, aussi, avec le PowerPoint, des plateformes qui sont spécialisées dans le matching entre les entreprises et les influenceurs, selon ce que vous recherchez. Des influenceurs peuvent vous être, recommandés, ça peut, voilà, ça peut être, assez intéressant. Parce que c'est vrai que le plus difficile, c'est de trouver, du coup, les influenceurs, qui peuvent, relayer votre offre. Même si ça se fait très bien, hein, seul, quand on n'y connaît pas grand-chose dans ce domaine, c'est bien d'être accompagné. Je voulais vous montrer cet exemple. C'est une belle collaboration qui a été faite entre Lotte Grand Roissy et Travel on Wheels, qui est une influenceuse, pardon et créatrice de contenu qui est en fauteuil roulant. Donc voilà, le deal, ça avait été d'offrir un séjour donc payé, hein, pour l'influenceuse et son accompagnateur avec hébergement, restauration et puis visite de sites touristiques sur le territoire de Grand Roissy et donc en contrepartie, on le voit là, j'ai fait une capture d'écran sur son Instagram. Elle a publié des photos, des témoignages et puis elle manque pas de citer, dans le texte alternatif les hashtags, OT Grand Paris Roissy Grand Roissy, pardon, ainsi que toutes les prestations qu'elle a faites. Voilà, pour assurer la communication et la visibilité, des offres touristiques du territoire. Donc depuis quelques années, il y a des organismes touristiques et surtout beaucoup d'offices de tourisme qui lancent des appels à candidatures auprès de créateurs de contenu sur Instagram ou TikTok pour promouvoir leur territoire. Ça se fait énormément. Ça a été le cas à Cannes en juillet 2022. Il y a aussi les offices de tourisme de la vallée de la Sarthe et de la vallée du Loir qui ont proposé, comme contrepartie à des influenceurs de passer aussi, des journées entières tout frais payés pour 2 personnes comprenant activités, repas, déplacements, et en contrepartie, il y a ces invités devaient produire une quarantaine de vidéos publiées sur leurs réseaux sociaux et donc voilà la contrepartie, elle est souvent, en nature du coup et c'est
Et encore, il y a certains professionnels du tourisme qui font en sorte aussi, d'avoir des gestes commerciaux de la part, des professionnels, de la destination comme de restaurants ou d'hébergements, en promettant du coup, bah, la visibilité de leur site sur les réseaux sociaux grâce à l'influenceur. Donc avec cette diversité des moyens de communication que le challenge, c'est véritablement d'attirer un maximum de regards, et faire parler de son offre sur les réseaux sociaux et ça marche. Alors, tchouk. Donc pour conclure, je pense que le développement, d'une offre touristique globale adaptée, bah, ça va nécessiter de toute façon une approche territoriale. Habiter touristiquement un territoire, ça va demander aux personnes déficientes, de faire face à des contraintes environnementales, j'entends, et ça va supposer aussi la mise en place d'adaptations. Mais cependant, on sait bien que c'est difficile, hein, de réaménager intégralement, tout un territoire. Et pour répondre à l'enjeu de la discontinuité spatiale, la loi de 2005, elle met en avant le concept de chaîne de déplacement, qui consiste à relier les différents espaces de vie, et de circulation, et malheureusement, on s'aperçoit que cette chaîne, dans les faits, elle est souvent interrompue. Et l'espace touristique, heu, est morcelé du coup, pas plus, pas moins que les territoires du quotidien des personnes handicapées d'ailleurs, hein. C'est là tout le problème. Et donc on s'aperçoit quand on veut structurer une offre touristique de qualité à l'égard des personnes, en situation de handicap, on ne peut pas se limiter à un lieu. Il est nécessaire de toute façon de porter une réflexion sur l'environnement du site et donc, d'adopter une approche territoriale. De ce fait, et partant de ces principes-là, on a testé pour vous le marketing d'influence en combinant un petit peu toutes les tendances que je vous ai présentées dans ce webinaire. Hem, je sais il y a d'autres qui n'ont pas attendu le CRT pour le faire, hein, qui ont très bien fait, notamment le Thé Grand Roissy. Donc nous, on a créé un parcours, de site labellisé, tourisme et handicap en Seine-et-Marne, autour de Melun, et on a fait appel à une association qui s'appelle, Envan Simone, représentée par, Marie, qui est en fauteuil, sur la slide que vous voyez, à gauche. Et donc on a fait appel à Marie pour tester et pour relayer du contenu sur ses réseaux à elle, auprès de sa communauté. Donc, nous, on n'a pas manqué non plus de relayer l'info sur notre site internet, dans une rubrique dédiée, mais aussi dans la presse spécialisée. Là, on est en train de travailler sur, l'insertion, d'un article, sur ce parcours dans Tourisme accessible, qui est édité par, l'association Tourisme Handicap que vous voyez à droite. Et puis je travaille aussi actuellement sur la création d'un guide digital avec, Geniali, de ce parcours, dans lequel je souhaite, bah, intégrer du contenu, et de la médiation audio aussi. Donc l'expérience, elle a été assez concluante, d'ailleurs on m'a demandé de réitérer le projet sur un autre territoire, donc à bon entendeur, si quelqu'un, est intéressé, voilà, on peut vous soutenir et vous accompagner, sur un projet, de valorisation de parcours accessibles sur vos territoires, et voilà, en faisant appel, à des influenceurs. Alors l'avantage pour les professionnels, c'est que, bah, un circuit touristique en plus, c'est plus facile, hein, à valoriser, avec, plein de types de supports, que ce soit podcast, les réseaux sociaux, des vidéos, des blogs ou même avec de la cartographie. Et le circuit touristique, il est aussi très facile à raconter en termes d'expérience et il se marie vraiment très, très bien avec le storytelling justement. Donc je ne sais pas si je suis allée vite ou non. En tout cas, c'est tout pour moi pour, ce matin. J'espère que je vous ai donné envie d'en savoir un peu plus sur ces thématiques. Moi, chacune des thématiques que j'ai abordées aujourd'hui m'intéresse énormément. Si jamais vous souhaitez, approfondir, un de ces volets, bah, dites-le moi et éventuellement, ça peut être aussi quelque chose qu'on pourrait poursuivre l'année prochaine sur le programme de formation 2024 et peut-être transformer, je sais pas moi, transformer le côté parcours touristique ou, en une vraie formation un petit peu plus longue en rentrant un peu plus dans les détails. Voilà. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. C'est le moment. Alors, il y a une question de Marion.
par rapport aux plateformes de référencement, qu'en est-il à l'étranger? À l'étranger alors, pour le moment, à l'étranger, on s'est pas vraiment posé la question. On a déjà du mal à référencer pour nos Français, sur le territoire francilien. Mis à part la recommandation vraiment, du gouvernement, enfin d'utiliser, accès libre, voilà, on n'a pas d'autres informations. Alors je connais d'autres plateformes sur, internationales et notamment, I Will Share, qui commence tout juste en fait à référencer des lieux sur le territoire, européen et français. Mais, en termes d'exhaustivité, c'est vraiment très, très pauvre, quoi. Et puis notre but, c'est, voilà, c'est de communiquer, dans un premier temps auprès des Français franciliens et j'avoue qu'on a beaucoup, beaucoup de travail encore à faire. Oui, en fait, si je peux me permettre, ma question, exactement, c'était de savoir s'il y a des référencements qui sont plus efficaces, dans d'autres pays, hein, par rapport à leur pays, à eux. Ouais. C'est-à-dire que je constate qu'il y a une augmentation, réelle, là, ces derniers temps, des publics en situation de handicap qu'on voit arriver à Paris, ce qui est tout à fait normal et il faut que Paris soit, capable de les accueillir aussi Mmh mh. convenablement que ce qu'ils ont chez eux et Ouais. visiblement, ils tombent, sur des déboires où ils s'attendent pas à ce que les choses soient aussi complexes. Donc je me dis qu'ailleurs, ça doit être différent et c'était, justement ce que je me demandais si vous avez pu avoir, D'accord. des comparaisons par rapport à des lieux où ça se passerait plus facilement? Alors oui, 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 j'ai pas mal d'exemples, en tête. Il s'avère que nous, en France, on est vraiment très, dépendant de cette réglementation et que, dans beaucoup de pays, ils vont être beaucoup plus sur, bah, la logique, l'humain, en fait et porter quelqu'un qui est en fauteuil roulant pour franchir 3 marches, ça va pas forcément être un problème. Chez nous, on est un petit peu plus procédurier, et on va tout de suite, avoir un petit peu une épée Damoclès il va nous dire, en fait, si jamais, il se passe quelque chose, on pourrait être attaqué finalement, ça peut être de notre faute si la personne, bah, si vous faites tomber le fauteuil ou quoi. Du coup, on va être vachement procédurier et on va pas prendre de risques et c'est vrai que c'est assez triste, hein, parce que je sais qu'en Belgique, par exemple, je sais plus qui disait, j'avais rencontré en une réunion, c'est un monsieur qui était en fauteuil et il allait en Belgique, et il demandait: «Mais, comment je fais et tout pour les transports accessibles?» et il dit: «T'inquiète pas, tu demandes le système belge» et il s'imaginait que c'était un système, un équipement technique ou quoi. En fait non, le système belge, c'est les Belges qui sont super ouverts et ils vont aider la personne par tous les moyens possibles, pour l'aider à faire son cheminement, quoi. Chez nous, c'est pas comme ça, c'est vraiment voilà, je pense qu'il y a une vraie différence culturelle et puis il faut pas oublier non plus que, bah, aux États-Unis, c'est un pays qui est quand même plus jeune, donc je sais que là-bas, il y a beaucoup plus d'établissements de plain-pied. En tout cas, ils ont été peut-être un petit peu plus, mieux dotés en termes d'accessibilité, de rampes, d'ascenseurs, et cetera et les monuments sont beaucoup plus récents aussi, hein, contrairement, bah, à l'ancien continent, quoi. Donc il y a ça qui joue également et puis quoi d'autre? Ouais, je pense que nous, en France, on a une mentalité qui fait que si jamais on n'est pas réglo au niveau, de la loi réglementaire, beaucoup de gens préféreront dire: «Bah, non, on n'est pas accessible», plutôt que, voilà, de dire, bah, plutôt que d'afficher, bah, 80 d'accessibilité, non, ils préfèrent dire non, ne pas communiquer du tout. Ça peut aussi arriver. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question et puis on a d'un pays à l'autre aussi, il faut savoir qu'on n'a pas les mêmes normes d'accessibilité, voilà. Oui, justement, en fait, je me demandais s'il y avait vous aviez en tête des pays, qui répondent vraiment à l'accessibilité. Enfin, moi, je vais juste prendre l'exemple de Stockholm que j'ai découvert Ouais. l'été dernier et il y a quand même beaucoup de monuments anciens, il y a des Mmh mh. rivières, enfin, c'est pas forcément très pratique et Mmh mh. pourtant on sent qu'il y a une volonté de faire en sorte que, l'accessibilité des cheminements, soit bien faite et depuis Mmh. longtemps. Je pense que c'est ça aussi la Ah différence. ouais, mais c'est culturel, c'est certain, hein, absolument et puis nous, il y a beaucoup on est un pays très conservateur, hein, aussi chez nous, hein,
Je vois, ne serait-ce que pour les bâtiments classés, les architectes des bâtiments de France, c'est difficile, hein, de passer, de les convaincre, hein, tout simplement. Donc ouais, non, c'est culturel. Franchement, c'est culturel. Au Japon aussi, il y a une très belle accessibilité, mais il faut savoir que culturellement parlant, le Japon est très proche de leurs aînés. Donc il y a un vrai accompagnement des personnes vieillissantes là-bas, chose qu'il y a beaucoup moins chez nous aussi. Mais oui, on a beaucoup de choses à apprendre, d'autres pays et notamment, je suis d'accord avec vous, tout ce qui est pays scandinaves, ont, de très belles pratiques dont il faudrait s'inspirer davantage. Il y avait Marine, Renoir qui avait peut-être, des Ouais. questions? Oui, bonjour, Ah, bonjour, bonjour. bonjour. J'avais une petite question plus générale sur l'utilisation là, de tous ces outils Mmh. que tu nous as présentés, Charlotte, qui sont super intéressants, mais je me demandais dans quelle mesure ils étaient vraiment identifiés par les personnes en situation de handicap, Non, ils notamment sont pas sur les identifiés. plateformes de référencement, Non, sur non, ils comment... en fait, c'est simplement ces plateformes, elles te permettent de créer des outils. Après, à toi de diffuser tes outils, soit de les diffuser, le mieux, c'est toujours de les diffuser depuis le site internet, Oui, mais tu peux ouais, ouais, aussi tout les à fait. rediffuser depuis les réseaux sociaux sur, vos comptes, que ce soit, Instagram, sur des chaînes YouTube. C'est voilà. Oui, je pense aux plateformes de référencement, notamment, là, de manière plus générale, comment elles sont utilisées, est-ce qu'on a un peu des retours sur l'utilisation de ces choses-là, notamment à Paris, en Île-de-France? J'ai pas bien compris sur, l'utilisation de quelle plateforme? J'étais en train de Bah, je parler sais de pas, par exemple, ah mais des j'accède, plateformes de d'accord. accessible.net. Oui, les J'étais plateformes sur de les référencement. Ouais, ouais. OK. Oui, non, excuse-moi pour le reste, j'ai bien compris que c'était c'était nous qui diffusions OK, l'information. ça marche. Mais sur les Heu, plateformes, est-ce qu'on a un peu des retours de mmh mh. savoir justement Mmh. Non, si c'est... il y a une très faible visibilité. Ouais, c'est C'est ça. ça, en fait, le problème dans toutes ces plateformes, nous, on a travaillé étroitement avec accessible.net pendant presque 10 ans, même plus. La base de ces plateformes, c'est la même pour tous, hein, référencer des sites avec, plein de critères d'accessibilité, c'est très bien. Le plus dur, c'est de la faire durer dans le temps, en fait, cette plateforme et de l'alimenter suffisamment aussi, hein, pour que ça puisse répondre continuellement aux attentes, aux besoins des visiteurs en situation de handicap et sur la longueur, franchement, je me suis aperçue que c'était vraiment très, très difficile, Ouais. notamment sur le fait que une fois que ta plateforme, elle existe, au-delà de l'alimenter en données et en mise à jour, il faut la communiquer auprès des publics en situation de Mhm. handicap. Mais ces plateformes-là, le problème, c'est qu'en règle générale, il y a pas suffisamment de fonds, de moyens mis en place pour pouvoir la diffuser et la rendre visible pour les publics qui en ont besoin et c'est ça le gros problème. Nous, pour accessible.net, on avait édité des flyers, des affiches, mais malgré ça, il y avait très, très peu elle était très, très peu visitée, hein, cette plateforme. C'était d'autant plus frustrant que c'était notre outil de base pour travailler et que les 300 établissements touristiques recensés en Île-de-France, on les a visités chacun d'entre eux et même plusieurs fois parce qu'il y avait des revisites pour actualiser les informations et en fait, c'était trop lourd à tenir, c'était pas concluant. Bah, c'est d'où l'intérêt pour nous, en fait, de nous appuyer davantage, en fait, sur, la marque Tourisme et Handicap qui, en Bien termes sûr. qui est beaucoup plus identifiée, en fait. Déjà, elle est nationale et elle est beaucoup plus identifiée auprès des associations de personnes en situation de handicap et surtout, elle est identifiée, auprès de l'État, quoi. Donc elle Mm. bénéficie d'un appui fort, d'une fiabilité, voilà, qui est vraiment, qui n'a rien à voir avec, les plateformes, telles que J'accède, accessible.net, Handimap, qui sont très, très bien, hein, mais qui ont pas les reins solides, quoi, en fait, pour Ok, durer dans le temps, en tout cas. merci pour les précisions. Une question de madame Thirion? Oui, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, je suis Fanélie Thirion, je suis avec Simon Fesselier, on travaille au Théâtre national de la Colline à Paris et Mmh. on a pas mal d'actions à destination des personnes en situation de handicap sensoriel ou psychique et intellectuel. Et Mmh.
comme vous le disiez, on se posait la question de créer plutôt une offre avec des partenaires, donc sur une logique de territoire, parce que nous, on Ouais. est une institution publique et voilà, on fait des choses, mais on sait qu'on est plus fort à plusieurs, et donc notamment sur ce territoire de l'Est parisien, et voir comment peut-être avec votre aide, on peut être mis en réseau avec d'autres lieux pour pouvoir construire comme ça un parcours qui aurait aussi du sens, parce que nous, on communique à notre échelle, sur nos réseaux, partout, mais voilà, comment s'associer, et est-ce que via le CRT, on peut voir aussi quelle autre structure qui ne proposerait pas forcément du théâtre, mais sur ce territoire-là, avec lesquelles on pourrait travailler. Mmh. Bah, oui, ça peut être, bien sûr un projet très intéressant et bah, à ce compte-là, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne, le temps de se programmer un rendez-vous, Avec plaisir, et oui. qu'on puisse en discuter, voilà, ensemble. Il y a aucun problème. Super. OK? Eh bien, ça marche. Nous, on retrouve vos coordonnées. Mes coordonnées, Oui, je crois que je vais tourner tout de suite les slides parce que j'ai Oui, et oublié. je vous les redonnerai dans, Tu dans les le, Ouais, tu dans le mail que je vais vous faire avec le replay, la présentation PowerPoint, super. le lien Bicast pour la satisfaction. Voilà, je vous remettrai les coordonnées de Charlotte. Mmh. Comme ça, Très vous bien. aurez tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y avait une question de Monsieur Vautier. Avez-vous un avis sur l'usage de la partie accessibilité des fiches Google des établissements? Oui, c'est une bonne question. Ah bah, oui, j'ai un avis. Non, j'ai bah, en fait, pour une personne qui est en situation de handicap, c'est pas suffisant un avis, même un avis au-delà du site Google, un avis sur un site internet. Enfin, je veux dire, une déclaration sur un site, d'un professionnel qui dit que son offre est accessible, c'est pas suffisant non plus. Heu, il faut davantage, c'est ce que je vous disais, la personne, elle veut des photos déjà pour confronter le dire avec la réalité. Et puis, aujourd'hui, elle recherchera aussi beaucoup plus d'autres témoignages, d'avis en ligne. C'est ce que je disais, en début de webinaire pour, d'avis en ligne, et c'est aussi, oui, la raison pour lesquelles ils se tournent aussi vers des créateurs de contenu, des influenceurs, dont la recommandation est, beaucoup plus, authentique, fiable et cetera. Donc non, un avis en ligne comme ça, brut, sans photo ni rien, ni avis, ni témoignage, ça aujourd'hui, c'est pas grand-chose. C'est de l'affichage. C'est juste un début d'affichage, de dire: «Bah, cette structure-là, elle est peut-être, concernée par l'ouverture de son offre, aux cibles, en situation de handicap», mais ça dit pas grand-chose de plus, quoi. C'est pas suffisant. Merci Charlotte. Alors, est-ce qu'il y a... Ah voilà. On a un merci de Monsieur Vautier. Ah ben voilà, Marine, vous voulez reprendre la parole? Oui, j'ai encore une Il question. n'y a pas de souci. Je sais pas dans quelle mesure je sors du sujet, mais c'est peut-être une question plus générale. Ouais. On s'interroge pas mal, nous, à la Philharmonie de Paris, là, sur la création de lettres d'information, de newsletters qui soient les plus Ouais. accessibles possibles, Ouais. notamment voilà, bah, pour la lecture de synthèse vocale, ce genre de choses. Je ne sais pas si, est-ce que vous avez de votre côté déjà un peu des pistes de logiciels qui pourraient être intéressants, de bonnes pratiques. Voilà, si dans le groupe, il y a des personnes qui auraient des pistes. De logiciels, pour, sonoriser vos Non, pour newsletters, c'est ça? les logiciels de création de newsletters, voilà, Ah, dans les établissements, d'accord. on a des logiciels particuliers. Donc voilà, je ne sais Mmh. pas s'il existe des logiciels qui soient plus accessibles que d'autres, qui permettent justement de créer, parce que nous, par exemple, on crée des newsletters où il y a énormément de plein de petits blocs. Ouais. Et c'est pas super lisible en fait Mmh. pour certains de nos publics. Du coup, je me demandais s'il existait voilà, d'autres logiciels D'accord. plus. Alors moi, j'ai pas la réponse, mais effectivement, si quelqu'un parmi les participants aujourd'hui ont des suggestions à faire, n'hésitez surtout pas à prendre la parole, heu, parce que ça peut intéresser, plusieurs personnes. Mais et je me disais le côté newsletter, si,
de proposer une alternative sonore. Vous aviez envisagé ça ou pas du tout? Bah non, mais justement, ouais, je me posais la question, ça peut être intéressant. Parce que l'avantage après, c'est que quand on publie les podcasts, elles sont sur, donc mettons, moi j'ai créé un compte Spotify et j'ai mes playlists, je peux garder mes morceaux préférés et donc même hors ligne, ça veut dire que si je télécharge les pistes en amont, même hors ligne, je peux réécouter mes podcasts, enfin voilà, on n'est pas obligé d'être le podcast va permettre d'être quand même vachement plus libre, pour écouter l'info quoi. Donc sa newsletter, on peut l'écouter dans le métro, alors qu'il y a pas de réseau ou ailleurs quoi. Ouais, c'est super pertinent. On va se pencher sur la question. Inscrivez-vous à la formation. Mais oui, Moi oui, j'y oui, moi j'y serai à j'ai la noté, formation en j'ai octobre, noté. hein. Tu m'inscris Anne-Christine, hein, parce que Ah j'ai oui, absolument oui. envie d'y Bah, être. bien sûr, tout à fait. Il y a Monsieur Jolin qui posait une question. Quelle est la place du handicap mental dans ces dispositifs? Alors, je vous avouerai que je me suis appuyée essentiellement des résultats d'études, comme je le disais, de l'étude Kantar et que, à souligner que c'est quand même la première étude de CRT dans laquelle on avait demandé, à ce que parmi les personnes interviewées, il y ait des personnes en situation de handicap et qu'en fait, lorsqu'on a monté l'étude, il s'est avéré assez difficile d'interviewer, pardon, des personnes en situation de handicap mental et visiblement, c'était pas envisageable non plus d'interviewer des proches de personnes en situation de handicap mental. Du coup, on s'était vraiment dans un premier temps, puisqu'on espère qu'on va reproduire d'autres études et dans lesquelles on pourra aller un petit peu plus loin dans l'analyse des données pour les personnes en situation de handicap. C'est que là, on s'est vraiment appuyé sur les besoins et les attentes des personnes en situation de handicap moteur, auditif et visuel. Donc là, j'avoue que, je n'ai pas abordé la question du handicap mental. Et j'aurais pu très bien le faire, mais je me suis dit le faire de façon, voilà, un peu rapide, brève, je n'en voyais pas l'intérêt. J'avais peur, voilà, je préférais prendre plus de temps sur les déficiences sensorielles. Mais oui, bien sûr, sur des faciles à lire et à comprendre, il y aurait des moyens d'adapter des contenus digitaux, numériques, interactifs, sur du facile à lire et à comprendre. Ouais, ça aurait été bien. Mais effectivement, je l'ai pas fait, j'ai pas abordé cette question. Alors, il y a une question qui revient tout le temps et dont j'ai pas la réponse, Charlotte, mais toi, tu vas l'avoir. Est-ce que l'étude Kantar, on peut la diffuser? Oui. Oui, Voilà. oui, oui, Bon, bien bah, sûr, donc, je vous je vous la... mettrai le lien aussi de l'étude Kantar. Bon, bah, Ouais. donc vous aurez le lien dans le mail avec le replay, le PowerPoint Mmh mh. et les Mmh. coordonnées de Charlotte. Et Si je peux me permettre de rappeler aussi, c'est qu'à l'occasion de cette étude, en fait, du coup, on avait fait des groupes d'individus interviewés. Donc il y en avait 6 ou 7, je sais plus. Il y avait les seniors, les familles, les couples, les personnes en fauteuil roulant, les visiteurs ayant des difficultés motrices, visuelles, auditifs. oui, Et du coup, pour chacune de ces cibles, on avait créé des webinaires pendant le oui, confinement ou après, je m'en souviens plus. pendant le confinement, je m'en Pendant le souviens confinement, bien. Oui, oui, du tout coup, à ces fait. webinaires, ils sont toujours en replay Euh, et ils sont Bah, je assez vous complets, quoi. mettrai, voilà, vous les aurez en même temps que bah, le lien Ouais. du replay puisque c'est au même endroit. Ouais. Tout à fait. Y Et a-t-il d'autres questions pour vous? Je pense que c'est bon. Marion, vous aviez toujours la main levée, mais peut-être que c'est juste le système. Chez moi, elle est pas. Ah Voilà. bon, bah donc voilà, il n'y a pas de souci. Je me permettais juste pour être sûre que il n'y avait pas de frustration et que tout le monde avait pu voilà, poser les questions nécessaires à Charlotte. Donc, bah, on vous remercie en tout cas, très enrichissant comme webinaire. Merci beaucoup. Et d'ici, a priori, demain, je vous adresse un mail avec toutes les informations et le replay aussi que vous pourrez partager auprès de vos collègues si nécessaire, bien entendu. Voilà, merci beaucoup. Très bonne merci journée à beaucoup. vous. À très bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci, à bientôt.
Merci, À au bientôt, revoir. au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.